Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec le Dr. Alfred de Zayas, professeur à la Geneva School of Diplomacy, qui a travaillé comme juriste principal au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avant de devenir le premier expert indépendant des Nations Unies sur l'ordre international. Alfred, bienvenue à nouveau. Merci Pascal de m'avoir invité. Et désolé pour ma voix, j'ai un peu la gorge enrouée. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entretien, malgré le fait que vous ne soyez pas tout à fait en forme. Je voulais vraiment vous demander, nous assistons à tant d'entorses aux normes de la part des États-Unis d'Amérique, dont vous êtes également citoyen, parmi d'autres pays dont vous êtes originaire. Que pensez-vous de l'environnement actuel, dans lequel les États-Unis tuent des gens, des civils, en haute mer, devant le Venezuela, dans les Caraïbes, où les États-Unis ont en quelque sorte rebaptisé leur ministère de la Défense en ministère de la Guerre, où les États-Unis, en somme, deviennent incontrôlables et enfreignent tant de règles anciennes et bien établies. Je me demande simplement si cela n'a pas un impact sur le droit international lui-même. Qu'en pensez-vous? Eh bien, le droit international est valide. La Charte des Nations Unies reste en vigueur. Ce qui m'inquiète, c'est le silence de Londres, Paris et Berlin. Je veux dire, nous sommes censés être les garants du droit international. Tout remonte à la Société des Nations, à la fondation des Nations Unies. Et les pays qui avaient la responsabilité de veiller à l'application du droit international manquent à leur devoir. Certes, les politiciens ont échoué de manière retentissante. En revanche, si l'on regarde le Conseil des droits de l'homme et les procédures spéciales, la majorité des rapporteurs spéciaux se sont exprimés pour condamner toutes ces actions des États-Unis. De toute évidence, il s'agit d'exécutions extrajudiciaires. Mais ce n'est pas seulement le rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires qui a condamné les actions du gouvernement américain. C'était lui et presque tous les autres qui ont participé au communiqué de presse. La même chose s'est produite au moment du bombardement de l'Iran par les États-Unis en juin. Il en va de même pour cette tentative de contourner le droit international en imposant une paix dictée au Hamas et en établissant une administration. Tout cela se situe en dehors du système des Nations Unies. Et je rappelle toujours à mes étudiants et à mes auditeurs que la Charte des Nations Unies est le traité fondamental. Et selon l'article 103, la soi-disant clause de suprématie, s'il existe un conflit entre un traité auquel les États-Unis ou tout autre pays sont partis, disons le traité de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou le traité de Maastricht de l'Union européenne, ou encore le traité de Lisbonne de l'Union européenne, en cas d'incohérence ou de conflit, c'est la Charte des Nations Unies qui prévaut. Ainsi, tous les traités adoptés après la Charte des Nations Unies doivent être conformes à celle-ci. Nous disposons d'une jurisprudence constante, c'est-à-dire des jugements et avis consultatifs de la Cour internationale de justice qui le confirment. Par conséquent, lorsque la Cour internationale de justice rendra finalement son jugement dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, elle n'aura évidemment pas le choix. Elle doit constater qu'un génocide a eu lieu. La Cour internationale de justice ne peut pas ignorer tous les rapports soumis par les rapporteurs sur la Palestine. Je parle de John Dugard, Richard Falk, Michael Lynk et bien sûr Francesca Albanese. Elle ne peut pas non plus ignorer la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur la Palestine, présidée par nul autre que l'ancienne haute commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay, ainsi que mon ami Milun Kothari, originaire d'Inde, l'un des membres de la commission. Ils ont présenté leur rapport au Conseil des droits de l'homme le 16 septembre de cette année.
et leur rapport de 72 pages, très détaillé, prouve qu'il s'agit d'un génocide, sans aucun doute possible. That it is genocide without any doubt. So the International Court of Justice is not going to go. Ainsi, la Cour internationale de justice ne va pas se prononcer contre eux. La Cour va confirmer ce qui est déjà documenté dans des centaines de rapports, non seulement du Conseil des droits de l'homme, mais aussi du PNUD, de l'UNRWA, des déclarations des directeurs de l'UNRWA, du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination et du Comité spécial de l'Assemblée générale sur les pratiques israéliennes. Ainsi, la Cour internationale de justice ne va pas se prononcer contre eux. Mais nous avons bien un problème de crédibilité, avec l'ancien système du droit international lorsqu'il n'y a pas d'application. L'application est et demeure la clé de l'autorité de toute institution. Si vous avez une cour, un tribunal, une commission qui rend décision après décision, et que ces décisions sont ignorées, alors vous avez effectivement un problème. C'est un problème systémique. Mais ici, mon espoir réside en fait dans ce développement progressif que nous observons depuis 5 ou 10 ans. Le fait que le Sud global, autrement dit la majorité mondiale, n'accepte plus la direction des États-Unis. En réalité, Trump accélère la destruction du fantasme unipolaire que les États-Unis entretiennent depuis le livre absurde de Francis Fukuyama. La fin de l'histoire. Je veux dire, cette idée triomphaliste selon laquelle nos prétendues démocraties libérales, qui ne sont même pas des démocraties à cause de la déconnexion entre Trump et le peuple américain, entre Starmer et les Britanniques, entre Macron et les Français, et entre Merz et les Allemands. Cette déconnexion est presque totale. Ils vivent dans des mondes parallèles. Mais en tout cas, l'Occident a accéléré son propre déclin. Et c'est le Sud global qui va progressivement prendre le relais. Je veux dire que cela nous plaise ou non, la Chine est une puissance, tout comme l'Inde, et elles ne suivent pas les ordres venant de Washington. Ainsi, Washington se nuit à lui-même en agissant de cette manière totalement anarchique, dans laquelle, en somme, nous sommes des hors-la-loi. Nous pensons pouvoir nous en tirer parce que, eh bien, qui va punir les États-Unis? Eh bien oui, il existe un moyen très simple de punir les États-Unis. Si les pays retrouvent la raison, ils cesseront d'acheter des armes américaines, des missiles américains, des drones américains, des Tomahawks américains, des F-35, des F-16. Ils n'achèteront plus rien à Boeing. Ils n'achèteront plus de voitures américaines, de camions américains, de Caterpillars américains. American trucks, American Caterpillars, and we can do, that is, the global. Et nous pouvons faire, c'est-à-dire que le Sud global peut faire, d'énormes dégâts à l'économie américaine, simplement en cessant d'acheter des produits américains. Je veux dire, les armes russes sont extrêmement efficaces. Les armes produites en Chine et en Corée du Nord le sont également. Donc si vous pensez qu'il faut plus d'armes, eh bien, pour être honnête, nous n'avons pas besoin de plus d'armes. Je veux la démilitarisation. Je veux la démilitarisation pour le développement. Je veux une réorientation des économies axées sur le militaire vers des économies axées sur la sécurité humaine, ce qui est possible. J'ai rédigé un rapport à ce sujet pour le Conseil des droits de l'homme en 2014. Donc si les pays décidaient que les États-Unis sont en guerre avec le droit international, les États-Unis sont en guerre avec les Nations unies. Nous allons donc isoler commercialement les États-Unis. Nous ne traiterons pas avec eux. Il en va de même pour Israël. Israël est hors de contrôle. Israël est un État terroriste. Israël est un État génocidaire. Il n'y a rien de pire que de commettre un génocide. Par conséquent, non seulement les relations diplomatiques avec Israël devraient être rompues, mais aussi les relations commerciales. N'achetez pas et ne vendez pas à Israël. Il s'agit d'organiser la résistance. Il s'agit de prendre le leadership. Et ce leadership pourrait être assumé par le mouvement des BRICS, par le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine.
and India and China. And let us see how now. Et voyons maintenant comment la situation en Ukraine va évoluer, avec ces 3 poches de soldats ukrainiens encerclés. S'ils finiront par se rendre, ou si nous assisterons ici à des morts inutiles, absolument inutiles. Le récit selon lequel l'Ukraine peut encore gagner est tellement illusoire qu'il mérite, quand on le lit parfois dans le New York Times et le Washington Post, qui rendent un mauvais service à leurs lecteurs. Je suis très reconnaissant pour vos émissions, ainsi que pour celle du professeur Glenn Diesen, que vous avez invité plusieurs fois, mais aussi pour l'analyse très claire que nous recevons de John Mearsheimer, de Jeffrey Sachs et de bien d'autres, qui informent réellement un public de plus en plus large sur les mensonges que les gouvernements nous ont servis. Oui, Pascal. Je suis très heureux. Merci pour cet aperçu. Ce à quoi je crois que nous devons réfléchir maintenant, et le plus tôt sera le mieux, ce n'est pas seulement à la manière dont nous sortirons de cette crise, mais aussi à la façon dont nous pourrons utiliser cette crise dans les relations internationales et le droit international, comme un catalyseur pour construire quelque chose qui fonctionne un peu mieux que la version précédente. Par exemple, nous voyons en ce moment comment certains États ignorent tout simplement toutes sortes de dispositions. Et ce sont les États qui crient le plus fort à propos d'un ordre fondé sur des règles. Israël, mais aussi l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, et ainsi de suite, qui ignorent totalement certains des piliers fondamentaux. Nous voyons également comment la société civile, dans bon nombre de ces États, ne parvient à demander de propre système. D'un autre côté, nous voyons également comment le système commercial s'est effondré et comment l'Organisation mondiale du commerce a été en quelque sorte sabotée. Maintenant, si nous prenons cela en compte et réfléchissons à la manière de systématiser ce que vous venez de proposer, punir les pays qui ignorent le droit international, comment pourrions-nous construire un mécanisme qui relie réellement l'Organisation mondiale du commerce, ou ce qui lui succédera, à une version renforcée du Conseil de sécurité, ou à une idée permettant d'empêcher cette utilisation systématique de la force létale dans le domaine international? Avez-vous une idée, non seulement de ce qu'il faudrait construire, mais aussi de la manière dont nous pourrions nous y prendre pour le faire? Eh bien, à moins d'un changement d'état d'esprit, et la plupart des gens veulent encore croire à la viabilité du système actuel, il faut, disons, une certaine témérité pour se détacher de cette croyance, selon laquelle les États-Unis reviendront à l'observation du droit international. Car même lorsque nous parlons de Barack Obama, que la presse et les récits ont érigé en saint, et même des années Biden et Blinken, qui furent, disons, plus élégantes dans leur violation du droit international, tous ont systématiquement violé la Charte des Nations Unies et sapé le système. La différence, c'est qu'ils le faisaient de manière plus hypocrite. Ils ne violaient pas ouvertement la loi pour ensuite s'en vanter. Parce que c'est cela que je trouve particulièrement choquant dans le contexte du génocide à Gaza, par exemple. Les déclarations venant de Trump, de certains de ses ministres, et bien sûr des ministres israéliens. Ils se réjouissent de ce génocide qu'ils sont en train de commettre. Eh bien, c'est, disons, le reflet de la décadence de l'Occident, de la décadence de notre civilisation occidentale. Et ne pensez pas que les Latino-Américains, les Africains et les Asiatiques n'en soient pas conscients. Je vis à Genève. J'ai des contacts étroits avec de nombreux ambassadeurs. Je parle avec les personnes qui font réellement le travail, les collaborateurs des différentes missions. Je sais comment ils pensent. Et ils ont un profond mépris pour... Eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'organisent. Et lorsqu'il y aura une union plus efficace entre les pays des BRICS,
ainsi qu'une union plus efficace entre l'Organisation de coopération de Shanghai et l'Initiative des nouvelles routes de la soie, etc., etc., nous allons dédollariser. C'est l'une des choses qui doivent se produire. Qu'à l'avenir, plus personne n'achète d'obligations du Trésor américain et que plus personne ne fasse de commerce en dollars. Le mouvement est déjà amorcé dans cette direction. Mais bien sûr, il faut du temps pour dédollariser, pour se découpler du dollar. En ce qui concerne la construction d'institutions, un substitut aux Nations Unies, je ne suis pas encore prêt à tourner le dos à l'ONU. To turn my back on the United Nations. I have hope. J'ai de l'espoir en la Cour internationale de justice. J'ai très peu d'espoir en la Cour pénale internationale. Mais, en la Cour internationale de justice, je connais personnellement plusieurs juges et je sais qu'ils sont sincères. Je sais qu'ils ont de bonnes intentions. Ce sont des professionnels et ils ont l'intention de faire respecter le droit international parce que nous en avons besoin. Je veux dire, qu'est-ce que la civilisation? L'une des premières choses qui distingue la civilisation de la jungle, c'est que nous avons des règles, puis des mécanismes pour vérifier si ces règles sont respectées, et enfin des tribunaux. J'ai toujours été un partisan du renforcement des systèmes judiciaires régionaux. Le problème, c'est que les systèmes judiciaires régionaux, comme tout ce qui est humain, ont eux aussi été détournés, mis au service de Washington et de Bruxelles. Je veux dire, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un certain nombre de décisions qui sont absolument erronées en droit. Erronées. Et il en va de même pour la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est la même chose pour le Comité des droits de l'homme, où j'ai servi pendant de nombreuses années en tant que secrétaire. Il y a eu une politisation progressive des institutions. Et cela a bien sûr pour conséquence que, si vous présentez une affaire qui n'est pas politiquement correcte, votre dossier ne sera même pas enregistré. Je veux dire, c'est à ce point-là. Le secrétariat n'a pas le pouvoir de bloquer l'enregistrement d'une nouvelle affaire, mais il le fait. Je le sais. Le Comité des droits de l'homme le fait. I know it. The Human Rights Committee does it. I know that the Committee on Economic Cultural Rights does it. Je sais que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels le fait, car j'étais le chef de cette section. Lorsque j'étais juriste aux Nations Unies, j'étais responsable de tout le système de pétition. Et les choses ont été détournées. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, L'industrie des droits de l'homme. Comment le Conseil des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, la Cour pénale internationale et l'Agence internationale de l'énergie atomique travaillent essentiellement de concert pour Washington et Bruxelles. Et cela, bien sûr, doit cesser. Mais je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne veux pas dire que les Nations Unies sont inefficaces et corrompues. Donc, fermons la boutique. Nous avons besoin du droit international et nous avons besoin d'une période de transition durant laquelle nous pourrons réfléchir à la création d'une véritable Cour internationale de justice disposant des moyens de mettre en œuvre ces décisions. Cela pourrait être tenté, en tout cas, par l'Union du Sud globale pour créer un tel tribunal distinct, de sorte que les affaires puissent être soumises non seulement à la Cour internationale de justice, mais aussi, par exemple, à un tribunal international des pays des BRICS. C'est une question qui a manifestement préoccupé de nombreux autres penseurs. J'ai déjà mentionné deux de mes commentateurs préférés, l'un étant Jeffrey Sachs et l'autre John Mearsheimer. Ces personnes, ces esprits, devraient être sollicités pour la création de ces instances. Et ma, disons, profonde déception envers l'Occident après y avoir travaillé, car j'étais un Américain très fier et, en quelque sorte, une personne proto-européenne très fière. Je suis fier de notre culture, de notre littérature, de notre musique,
et de tout ce que la civilisation occidentale a apporté. Mais je suis très inquiet, comme l'était Eisenhower, que le complexe militaro-industriel ait remplacé la démocratie, qu'ils aient mis en place un système de portes tournantes, grâce auquel ils se nourrissent eux-mêmes, contrôlent le récit, tiennent l'ensemble des médias entre leurs mains, et que l'argent parle partout. Et par conséquent, ils ont réussi à laver le cerveau des masses pour leur faire accepter n'importe quelle absurdité ou injustice commise par le gouvernement. The government is doing. I mean, and this kind of Je veux dire, ce genre de détournement des institutions est allé aussi loin et aussi notoirement que le prix Nobel de la paix. On pourrait penser que l'un des points forts de la civilisation occidentale est d'avoir compris que la guerre devait être interdite, comme dans l'article 9 de la Constitution japonaise. Nous devrions comprendre que, sur cette planète que nous partageons tous, nous devons vivre ensemble et en paix. Ainsi, l'idée d'un prix destiné à récompenser les personnes qui font le plus pour la compréhension internationale, le désarmement, la solidarité et la coopération, et ainsi de suite. Ce sont ces personnes-là qui devraient recevoir le prix Nobel de la paix. Mais malheureusement, et ce n'est pas quelque chose de récent, déjà en 1906, ils ont décerné le prix Nobel de la paix au président Theodore Roosevelt. to President Theodore Roosevelt. That's scandalous. To give the C'est scandaleux. Peace Prize Décerner le prix Nobel de la paix à une personne notoire, un agresseur notoire, quelqu'un qui considérait la guerre comme un devoir presque fondamental du gouvernement pour mener la guerre contre les autres. Et puis, la décision prise il y a 2 semaines d'accorder cet honneur à Maria Corina Machado. Eh bien, Maria Corina Machado est depuis des décennies une figure profondément antidémocratique, cherchant à renverser le gouvernement du Venezuela par la force, dans la vieille tradition latino-américaine des coups d'État qui ont donné une si mauvaise réputation à la région. Parce que nous avons eu tant de juntes militaires, tant de dictatures de droite arrivées au pouvoir de manière antidémocratique. Je veux dire, elle appelle à une intervention militaire des États-Unis dans son propre pays pour qu'elle puisse devenir présidente et remplacer Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. She asks for more sanctions. Elle demande davantage de sanctions contre son propre peuple, alors même qu'elle sait, d'après tout ce qui a été publié, que nous avons l'étude de Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs sur la punition collective concernant le Venezuela, et cela ne portait que sur l'année 2018. Une seule année. Ils ont estimé à 40 000 le nombre de décès supplémentaires résultant des sanctions économiques américaines. Et ce n'est qu'une année. Alors comptez 2019, 2020, 2021, 2022. Comptez les années du Covid, quand ils ont été exclus de toute forme d'aide liée à la pandémie. C'est choquant. Et cette femme soutient ces mesures coercitives unilatérales que l'Assemblée générale condamne chaque année. Je veux dire, nous venons tout juste d'avoir la 33e résolution de l'Assemblée générale adoptée à une écrasante majorité, exigeant la levée de l'embargo américain contre Cuba. Et chaque année, il y a une résolution sur l'illégalité des mesures coercitives unilatérales. Et il y en aura une, j'en suis sûr, adoptée, généralement le 16 ou le 17 décembre. C'est à cette date qu'une série entière de résolutions omnibus est adoptée, et il est certain que cette année encore, l'une d'elles le sera. Le Conseil des droits de l'homme adopte des résolutions condamnant les sanctions économiques. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels condamne de telles sanctions en raison de leurs effets néfastes sur les droits humains. Et pourtant, l'Occident, les États-Unis, le Royaume-Uni, défend ces sanctions meurtrières, les défend à l'Assemblée générale et les défend au Conseil des droits de l'homme. Ainsi, lorsque l'on examine le registre des votes sur de nombreuses résolutions, on comprend qui se trouve du bon côté de l'histoire et qui se trouve du mauvais côté. Et nous, en Occident, nous nous sommes placés du mauvais côté de l'histoire.
Je suis tout à fait d'accord. L'hypocrisie de toute cette affaire ne fait qu'ajouter l'insulte à la blessure. Mais en ce moment, nous tirons quelques leçons très importantes. Tout d'abord, tu as raison de dire que les gens ordinaires veulent la paix. Et peut-être que 89% de la population mondiale comprennent et aspirent à la paix comme objectif ultime. Mais il existe environ 1% du Parti mondial de la guerre qui en réalité veut activement la guerre. Ils veulent utiliser la guerre comme moyen de mettre en œuvre leurs projets grandioses, et ainsi de suite. Et ces gens ont aussi appris à formuler tout cela en termes humanitaires. Comme l'aurait apparemment dit Ronald Reagan, le point de fer des États-Unis viendra recouvert du gant de velours de l'humanitarisme. Et ce n'est là qu'un aspect. L'autre, bien sûr, concerne l'utilisation des ONG pour mener des changements de régime et ainsi de suite. Je veux dire, le niveau de sophistication du Parti de la guerre mondiale est très élevé. La question pour moi est donc de savoir comment améliorer de manière équivalente la sophistication du droit international, y compris de ses mécanismes, afin de contrebalancer cela. Maintenant, une question directe pour quelqu'un qui connaît le processus. L'Assemblée générale des Nations unies est bien plus démocratique que le Conseil de sécurité, car c'est un pays, une voix. Elle est aussi beaucoup plus faible, puisqu'elle ne dispose d'aucun mécanisme d'application, et que ses résolutions ne sont que des recommandations, et ainsi de suite. Mais pouvons-nous utiliser cette voie, ou peut-être une autre, comme des amendements au traité, à la charte, ou un traité multilatéral distinct, qui pourrait être organisé au sein de l'Assemblée générale, mais signé en dehors d'elle? Pouvons-nous créer des mécanismes qui nous aideraient à débarrasser ces termes de ce faux humanitarisme dont les États-Unis, Israël et d'autres se servent et abusent actuellement? Quelle serait la manière la plus efficace d'avancer pour modifier Squirnus Kang Stemamd? Eh bien, les amendements à la Charte sont autorisés conformément à l'article 109, mais ils doivent être approuvés par le Conseil de sécurité. Et le veto des États-Unis est certain. Oui. C'est pourquoi, malgré toutes les bonnes idées de Hans von Sponeck et Richard Falk dans leur excellent ouvrage « Libérer les Nations Unies, réalisme avec espoir », toute réforme par voie d'amendement à la Charte n'est pour le moment guère prometteuse. Je pense toutefois que nous avons besoin, au moins pour une période de transition, d'un mouvement distinct dirigé par les pays des BRICS. Et il y a là quelque chose d'important. Vous savez, quand on dispose d'un pouvoir économique considérable, on a de l'influence, et l'on peut alors imposer certaines choses. Soyons honnêtes, lorsque les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont un destin uniable du Smiley nazi. Ce n'était pas le monde entier qui organisait le tribunal militaire international de Nuremberg. C'était une poignée d'États puissants qui ont dit « Nous allons juger les nazis ». Aujourd'hui, les pays du BRIC pourraient créer leur propre tribunal des BRICS pour accomplir plusieurs choses. Par exemple, si les pays du BRIC convenaient que toute personne condamnée par un tribunal international des pays du BRIC, en entrant sur leur territoire, serait arrêtée, jugée et emprisonnée, cela enverrait un message au Nord global indiquant que leur hégémonie est terminée. Et bien sûr, nous savons que l'Occident a perdu une part considérable de son pouvoir et de son influence dans le monde, mais il n'existe toujours pas de tribunal qui les condamnerait réellement. Le tribunal de l'OMC, car, évidemment, dans le domaine du commerce, les tarifs imposés par Trump constituent une violation flagrante de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et sont incompatibles avec le système de l'Organisation mondiale du commerce. Et la seule raison pour laquelle aucun progrès n'a été fait pour condamner les États-Unis
c'est que ces derniers sabotent unilatéralement le système en refusant de nommer les juges. Ainsi, la Cour a été essentiellement mise à mort par les États-Unis. C'était un défaut de naissance dans la création de ce tribunal de règlement des différends de l'OMC. Mais les pays des BRICS pourraient également adopter un quasi-tribunal de règlement des différends pour les questions commerciales et ensuite condamner les États-Unis. And then condemn the United States, and then the courts of India, the courts. Et alors, les tribunaux de l'Inde, les tribunaux de la Chine, les tribunaux de l'Afrique du Sud et les tribunaux du Brésil pourraient agir contre les États-Unis et saisir les biens relevant de leur juridiction pour en obtenir le paiement. C'est le genre de choses que les États-Unis ont fait par le passé en utilisant les institutions de Bretton Woods. Il est assez choquant de réaliser qu'en 1944, les États-Unis ont créé des institutions qui n'avaient rien à voir avec le développement du monde, mais qui étaient uniquement destinées à servir de mécanisme d'exécution pour les décisions du département du Trésor américain. Ces organisations, essentiellement et bien sûr basées à Washington, D.C., disons approuvent, mettent en œuvre et facilitent le maintien du contrôle néocolonial des États-Unis sur le reste du monde. Of the United States over the rest of the world. But again, your concern is a concern of Mais encore une fois, votre préoccupation concerne la réforme des Nations Unies ou l'établissement d'une autre manière de faire valoir la validité du droit international. Le premier pas dans cette direction a déjà été franchi, car lorsque je lis les ouvrages publiés ces dernières années, il m'apparaît clairement que nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que vous, Glenn Deason, Jeff Sachs et John Mearsheimer. Il y a une multitude de personnes qui pensent comme nous. Mais le système soigneusement construit, créé en lien avec le complexe militaro-industriel et financier, est solidement enraciné. Je veux dire, ne fermons pas les yeux sur les faits. Ils détiennent un pouvoir immense, et quiconque détient le pouvoir ne veut pas y renoncer. And anyone who has power doesn't want to give it up. So it's not going to be easy. But, Donc, cela ne va pas être facile. Mais la première guerre que nous devons gagner est la guerre de l'information. Des programmes comme le vôtre sont essentiels pour éduquer les gens, leur faire comprendre où se trouve l'arnaque et qui tire les ficelles à Washington, Londres, Paris et Berlin. Une fois que nous comprenons la situation, une fois que nous perdons notre optimisme naïf et candide, nous réalisons que nous sommes en difficulté et qu'il faut agir de manière concertée. Ensuite, nous avons besoin d'un leader. Qui est ce leader? Lula est, à mon avis, trop âgé. Modi aussi. J'espère qu'une jeune figure du mouvement des BRICS émergera et conduira les pays des BRICS dans une opposition efficace au contrôle actuellement exercé par les États-Unis et l'Union européenne. Mais nous n'avons pas nécessairement besoin d'un seul dirigeant. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une compréhension partagée, non seulement de ce qui ne va pas, mais aussi des moyens d'y remédier. Exactement. Je veux simplement revenir sur ce point. Vous savez, nous avons maintenant vu que le droit international ne se limite pas aux Nations Unies, mais que l'ONU est un lieu très efficace pour en débattre, en discuter et le développer. Nous pourrions, par exemple, suivre la voie du TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est devenu du droit international et a été inscrit dans le système onusien contre la volonté du Nord global, et même contre celle de la Chine et de la Russie, car ils ont en effet... Oui, souvenez-vous-en, nous avons la voix du TIAN à l'ONU, à l'Assemblée générale, pour dire « Très bien, nous voulons une nouvelle norme, et nous allons l'obtenir. Et nous allons la défendre jusqu'à ce que nous l'ayons, puis nous essaierons de la faire grandir. » Dans le même esprit, nous pourrions essayer de créer des amendements, même s'ils ne seront pas adoptés au Conseil de sécurité pour l'instant. Si nous les préparons et rassemblons du soutien, il nous suffira d'attendre que les choses évoluent, car nous savons que le pouvoir du Nord global, des États-Unis, et ainsi de suite, est en déclin. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une ouverture ne se présente.
L'autre option serait de procéder, comme vous le dites, par le biais des BRICS, n'est-ce pas? Se réunir quelque part à Kazan, 50, 60, 70 pays, et simplement décider, voici ce que nous allons faire, puis mettre en place un organe judiciaire auquel nous nous engagerions tous. Et nous pourrions faire les deux en même temps. Quelle serait votre recommandation? Quels mécanismes multilatéraux et au sein de l'ONU semblent les plus prometteurs? Et en nous appuyant sur les précédents du passé, qu'est-ce qui donne de résultats? Eh bien, l'Assemblée générale dispose d'un pouvoir considérable si elle souhaite l'exercer. Elle pourrait déjà, et aurait dû, adopter une résolution, s'unir pour la paix. Je suis choqué que malgré la voie très claire exposée par Craig Mokhiber sur la manière de procéder, puisqu'il a expliqué comment l'Assemblée générale a, par le passé, adopté des résolutions s'unir pour la paix, et comment cela pourrait être fait aujourd'hui, aucun pays ne l'ait encore fait. J'avais de grands espoirs lorsque Gustavo Petro était à l'Assemblée générale en septembre, pensant qu'il le ferait réellement. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il allait le faire, mais finalement, il ne l'a pas fait. Mais si ce n'est pas Gustavo Petro, cela pourrait être Ramaphosa d'Afrique du Sud, ou cela aurait pu être Lula du Brésil, ou encore Modi. Il est important de le dire, car nous sommes tous des États parties à la Convention sur le génocide. Et la Convention sur le génocide vise avant tout à prévenir le génocide, non à le punir. La punition vient après coup et revêt bien moins d'importance. C'est une convention établie pour prévenir le génocide. On aurait pu s'attendre à ce qu'un certain nombre de pays, membres de l'Assemblée générale et États parties à la Convention sur le génocide, la soumettent à l'Assemblée générale dans le cadre d'une résolution, s'unir pour la paix. De la même manière que la résolution unie pour la paix a été adoptée, pourquoi l'a-t-elle été? Parce que le Conseil de sécurité des Nations unies était bloqué. Aujourd'hui, puisque le Conseil de sécurité bloquera toute réforme significative de l'ONU, de la même façon, l'Assemblée générale peut dire « Nous allons nous en charger. Nous allons faire ce que le Conseil de sécurité refuse de faire. » C'est l'article 12 de la Charte des Nations unies. Et je pense que c'est une voie qu'il faut tenter. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est de la volonté politique. Et je me demande quel pays fera preuve de cette volonté politique. Je veux dire, peut-être devons-nous faire un peu de travail de terrain en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, avec 300 millions d'êtres humains. C'est un grand pays, et il devrait faire sentir son poids à l'Assemblée générale, et en même temps, au sein des BRICS. Nous devrions essayer de créer un système parallèle, si vous voulez, ou un système consultatif qui viendrait compléter le travail de l'Assemblée générale. Je ne perds pas espoir que l'Assemblée générale accomplisse ces choses, mais à en juger par le blabla des déclarations que nous recevons des politiciens, y compris, je veux dire, je suis aussi déçu par Lula, je ne suis pas sûr de voir comment nous allons réellement y parvenir. Je reviens donc à ma proposition universelle. Éduquer, diffuser l'information, afin qu'un mouvement populaire mondial se forme, converge, puis exige de ses dirigeants politiques qu'ils fassent quelque chose pour sauver le droit international et pour sauver l'humanité de toutes les provocations et escalades en cours. Nous avons commencé l'entretien en évoquant les exécutions extrajudiciaires totalement illégales que les États-Unis perpètrent dans les Caraïbes et dans le Pacifique, etc. Et là encore, c'est d'un tel culot, d'une telle publicité. C'est quelque chose qui me choque profondément. Autrefois, ce genre d'action se faisait dans la clandestinité. On pouvait nier de manière plausible. On disait « Oh non, 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 c'est une fausse information. Nous ne faisons pas ce genre de choses. »
What shocks me is that Trump Ce qui me choque, c'est que Trump se vante d'avoir fait cela and that et qu'il ne se soucie pas de l'impact corrosif à long terme de telles actions. the long Et que Trump, tôt ou tard, va voir cela se retourner contre nous. Tôt ou tard, nous allons devoir en payer les conséquences. Car le droit international fonctionne lorsque tout le monde s'accorde à dire qu'il est bénéfique pour nous, qu'il a du sens. Mais si les États-Unis violent systématiquement le droit international et s'en sortent impunément, alors d'autres pays que nous apprécions moins vont suivre leur exemple. Ils vont le faire et s'attendront à s'en tirer eux aussi. C'est donc une spirale descendante. C'est ce que j'appelle une régression du droit international et une régression dans notre perception de la civilisation, de la dignité humaine et des droits de l'homme. Of human rights and human dignity. Et le problème n'est pas seulement que le droit international puisse être violé, et qu'il le soit effectivement. Le problème, c'est lorsqu'il est systématiquement violé, et souvent. C'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir sérieuses. Je veux dire, les Romains avaient eh bien, ils l'avaient. Mais encore une question. Si vous étiez un multimilliardaire, et que vous créiez un prix du type prix Nobel de la paix, comme le prix Nobel de la paix, mais avec $1 milliard attribué au pays du lauréat, comment le mettriez-vous en place pour les inciter à améliorer le système? Comment pourrions-nous évaluer si quelqu'un mérite ou non un prix international d'$1 milliard pour son pays? For the country, again, I hate to Pour le pays, encore une fois, je déteste assimiler la loi, les droits humains ou la paix à l'argent ou à un prix. Je n'ai jamais aimé mettre un signe dollar à côté d'un honneur. Je pense que la plupart des récompenses ne sont pas tant destinées aux lauréats qu'elles ne sont une expression d'intérêt géopolitique de la part de ceux qui les décernent. Oui, et c'est le donateur du prix qui fait un spectacle et utilise un individu, disons, une quantité négligeable comme Maria Corina Machado, afin de monter une mise en scène pour promouvoir un changement de régime au Venezuela. C'est une corruption totale du testament et des dernières volontés d'Alfred Nobel. Quant à avoir un autre type de récompense, ce que j'aimerais voir, ce n'est pas un prix Pulitzer pour les journalistes. Lister Prize for journalists, and I must confess that there are Et je dois avouer qu'à mon avis, il y a de nombreux lauréats du prix Pulitzer qui se sont essentiellement illustrés dans les fausses nouvelles, la fausse histoire et le faux droit. Des personnes qui ont en réalité rendu un mauvais service au journalisme. Car si je devais décerner un prix à un journaliste, je le donnerais à Julian Assange, quelqu'un qui a véritablement servi l'humanité en rendant l'information accessible. Une information qui avait été injustement cachée au public. Ce serait une récompense sensée. Mais pour l'instant, tout le système de récompense est largement corrompu. Je pensais au prix Charlemagne, le prix Charlemagne européen, qui cette année a été attribué de toutes les personnes possibles à Ursula von der Leyen. C'est tellement risible, et c'est tellement, je déteste le dire à la télévision ou en vidéo, mais cela s'apparente à une forme d'onanisme. is not unlike a form of onanism. It's a form of C'est une forme de comportement autosatisfaisant, intéressé et autocongratulatoire, qui pour moi en tant qu'être humain est une insulte à mon intelligence et une insulte à celle de tout le monde. Mais ensuite, il y a ces politiciens qui se rendent à l'événement et l'applaudissent. C'est encore un autre symptôme de la décadence de l'Occident. Vous savez, l'un de mes auteurs latins préférés est Juvenal, Juvenalis, avec ses 16 satires, qui montraient déjà comment la société romaine ultra-riche était corrompue et comment les injustices se produisaient de toutes parts. injustices occurred right and left, and happily he was not banished. Et heureusement, il n'a pas été banni, comme Ovide le fut à son époque, exilé à Pont. Mais lorsque je vois la corruption dans notre système, je me dis aussi que ce n'est peut-être pas beaucoup mieux dans les siècles passés. C'est juste que nous n'en savions pas grand-chose.
La valeur ajoutée de vivre au XXIe siècle, c'est que si nous voulons être informés, nous pouvons l'être. Si nous voulons être informés, il existe encore de nombreuses sources d'informations fiables auxquelles nous pouvons accéder, du moins jusqu'à ce que l'Union européenne ou d'autres constructions totalitaires l'interdisent. Mais nous pouvons riposter. Nous pouvons résister. We can fight back. We can push back. And as I say, ultimately, Et comme je le dis, au fond, j'ai un sentiment d'espoir. Car la guerre en Ukraine, si elle n'a rien apporté d'autre, a montré que l'arrogance de l'OTAN n'a pas été récompensée par le démantèlement ou le dépeçage de la Russie, mais qu'il est possible de résister à cette aspiration hégémonique de l'OTAN. Et à mesure que cette construction, disons-le, corrompue, est lentement mais sûrement démantelée, il y aura peut-être de la place pour une renaissance des principes qui étaient bien vivants en 1945. Comme je le dis, lorsque l'on lit ce qu'ont écrit Ralph Bunche, Eleanor Roosevelt et tant d'autres, entre 1945 et 1953 environ, il y avait un tel enthousiasme pour bâtir un monde plus juste et plus équilibré. Et il y avait des gens qui croyaient véritablement au droit international. In international law, and as I always speak about the spirituality. Et comme je parle toujours de la spiritualité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense que c'est un instrument magnifique, vraiment magnifique. Nous devrions, d'une certaine manière, nous mettre dans l'état d'esprit de ces personnes et essayer de revitaliser toutes ces valeurs et de réaffirmer notre engagement envers la Charte. Comme je le dis, la seule constitution mondiale que nous ayons, même si elle n'est pas immédiatement applicable. Even if it is not immediately implementable. Oui, et nous y reviendrons, c'est certain. Parce que la seule chose qui soit claire, c'est que le monde entier, y compris les États-Unis, la Chine et la Russie, ne remet pas réellement en question la Charte des Nations Unies. C'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord. La Charte des Nations Unies est une bonne chose. La question pour moi est de savoir comment mobiliser les forces et les pouvoirs du capitalisme pour renforcer les mécanismes que nous avons déjà mis en place, puis contourner les contournements créés par des pays comme les États-Unis et l'Occident en général, afin d'atteindre réellement les objectifs auxquels nous aspirons. Mais nous continuerons à y réfléchir. Alfred, pour les personnes qui souhaitent lire vos écrits, où doivent-elles aller? Alfred, people who want to find your writings, where should they go? Well, you have my website. Eh bien, vous avez mon site web, www.alfreddesayas.com. Vous avez aussi mon blog intitulé The Human Rights Corner, à l'adresse www.alfreddesayas.wordpress.com. Je suis souvent sur X. J'écris des tweets presque tous les jours, même. J'écris régulièrement pour Counterpunch, donc si vous cherchez Alfred Desayas Counterpunch, vous trouverez toute une série de mes articles. J'écris également pour Covert Action. Vous connaissez probablement Covert Action. J'y ai publié un article hier que je vous ai aussi envoyé. Vous voudrez peut-être le partager, si quelqu'un le demande. Envoyez-lui ce dernier article paru dans Covert Action que j'ai publié hier. Il contient de nombreuses notes de bas de page et de nombreuses suggestions de lecture complémentaires. En gros, j'aimerais me concentrer sur ma trilogie des droits humains et sur mon livre « Construire un ordre mondial juste » écrit en 2021, avec ses 25 principes de l'ordre international. Le deuxième livre de la trilogie est « Contrer les récits dominants » publié en 2022, et « L'industrie des droits humains » publié en 2023. Je prépare actuellement une nouvelle édition de l'industrie des droits humains, car, parmi les trois livres, c'est celui qui a le plus touché une corde sensible, ou mis les gens en émoi, et qui a suscité le plus de réactions. Et lorsqu'on se rend compte que les institutions créées pour protéger et promouvoir nos droits ont été en grande partie détournées, on voit que ces institutions font parfois le contraire de ce qu'elles devraient faire. Quis custodiet ipsos custode.
Cela, plus que toute autre chose, te pousserait à agir. Parce que tu réalises, tu sais, on m'a roulé, on m'a menti, on m'a maltraité, et je riposte. Et ce livre, je pense, et je sais qu'il est utilisé dans plusieurs universités. Je sais qu'un professeur à Tulsa, dans l'Oklahoma, m'a récemment écrit à ce sujet. Donc je pense que c'est un long processus, nécessaire pour nous sauver de la situation dans laquelle nos dirigeants nous ont plongés. Mais encore une fois, tu apportes une contribution remarquable. Je veux dire, je te regarde régulièrement. Merci. Et certaines de tes émissions ont été vraiment fantastiques. J'aimerais seulement que des millions et des millions et des millions de personnes les regardent. Thank you. But, you know, Merci. challenge we are facing is Mais that vous savez, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est que nous devons nous sauver de nous-mêmes. C'est précisément l'objet du droit international. C'est le cœur même de toute l'entreprise. Alors Alfred, je vous remercie pour vos réflexions et nous en reparlerons. Dr Alfred de Zayas, merci beaucoup. Alfred de Zayas, thank you very much for your Grand plaisir. Merci Pascal Lotas.